Salut à tous et bienvenue dans cette toute première chronique rudimentaire. Et pour bien démarrer, je vais vous parler d'un projet de film inachevé, et plus précisément d'un petit pantin de bois que tout le monde connaît. Les aventures de Pinocchio est un très célèbre roman écrit en 1881 par l'auteur toscan Carlo Collodi, de son vrai nom Carlo Lorenzini, racontant les aventures d'un pantin qui a pris vie et qui rêve de devenir un véritable petit garçon. Le succès de ce roman engrangea moult et moultes adaptations au cinéma, en bande dessinée, à la télévision et bien évidemment en animation. Bon nombre de studios d'animation très célèbres ont produit leurs propres adaptations. Disney bien sûr, mais aussi Belvision, Filmation, Tatsunoko, Nippon Animation et dans une moindre mesure la Soyuz Multfilm. Et si le film de 1940 produit par Walt Disney reste la version la plus connue, elle n'en constitue pas le premier portage du roman sur grand écran. Mais remontons en arrière. Nous sommes à Rome, au début des années 30. La réalisation d'un long métrage adapté de Pinocchio a germé très tôt dans l'esprit des cinéastes italiens. Un projet de film en prise de vue réelle produit par la société César Film fut planifié sous la direction artistique de l'illustrateur Mario Pompei et avec des acteurs déguisés. Malheureusement, il dut renoncer, notamment parce que les studios étaient déjà réquisitionnés par Amleto Palermi qui était en train de réaliser La Vecchia Signora. C'était malheureusement fréquent à l'époque. Lorsque deux réalisateurs voulaient chacun faire un film, c'était premier arrivé, projet validé. Palermi réutilisera même à son compte tous les décors et le matériel designé par Mario Pompei pour le projet Pinocchio. De plus, la production est compromise par la sortie d'une adaptation animée de Pinocchio produite au Japon, réalisée par Noboru Fuji et en cours de production depuis 1929 sans l'accord au préalable avec la maison d'édition Bemporad et Fils, qui s'occupait alors de gestion des droits de l'œuvre de Collodi. Le projet aurait été mis sous clé par Bemporad et le film est aujourd'hui considéré comme étant perdu. A noter d'ailleurs qu'au dire des spectateurs l'ayant vu à l'époque, le scénario se déroulait hors Italie pour embrasser complètement la culture nippone. Ainsi, la Fée Bleue arborait une tenue de dame traditionnelle du Japon. De plus, certaines scènes du film sont en couleur, grâce à un procédé chimique qui fut employé afin de suggérer la notion de couleur. Pendant ce temps, Alfredo Rocco, un sénateur influent au gouvernement et qui fut notamment l'auteur du code pénal encore en vigueur en Italie, décide de faire face à l'hégémonie de Walt Disney et de ses Silly Symphonies en encourageant la production de dessins animés locaux. C'est dans cette optique que fut créée la Cartoni Animati Italiani Roma, ou tout simplement la CAIR, qui rachète les droits d'adaptation du roman. Ce qui empêchera d'ailleurs momentanément Walt Disney de réaliser sa propre adaptation, qui en réclamait les droits à Bemporad depuis un bon petit moment. La CAIR aura l'idée folle de produire un long métrage de 90 minutes pour un total de 110 000 cellulos. On est alors en 1935 et les studios Disney commencent à évoquer l'idée d'adapter Blanche-Neige et les Sept Nains. La production démarre en début d'année 1935, sous la direction du réalisateur Romolo Bacchini et de son fils Carlo, qui ont déjà à eux seuls quelques courts-métrages d'animation à leur actif. Mais bien d'autres artistes reconnus seront mis à contribution. Parmi les piliers de l'équipe, on comptera Mario Pompei, qui était déjà présent sur le projet de César Film également en tant que directeur artistique, ainsi que trois illustrateurs du journal satirique Marco Aurelio, à savoir Mameli Barbara, Raoul Verdini et Atalo qui s'occuperont de concevoir et de diriger l'animation des personnages, et qui auraient à charge une trentaine d'animateurs. La musique devra être composée par Umberto Giordano, un musicien classique, auteur notamment de l'opéra Fedora, et le film devra contenir très peu de dialogue. Les membres de l'équipe, en effet, estiment que la musique et les effets sonores étaient déjà suffisants pour comprendre l'histoire. Enfin, le long métrage sera en noir et blanc, les coloristes ayant tout simplement colorié différentes nuances de gris sur les cellulos. Le film est validé par la presse. Le journal La Stampa suit le projet avec un grand intérêt, décrivant la CAIR comme une immense structure d'animation. Une sortie dans le monde entier est même envisagée et le film devra être présenté en exclusivité à l'hiver 1936 à Buenos Aires, sous la tutelle de la jeune société Latina Films, dont le but est de distribuer des films italiens sur le sol argentin. Tout a l'air de bien se dérouler, en apparence du moins. Car malheureusement, l'entreprise est compliquée.
Le studio Caïr en premier lieu est loin de ressembler au grand studio que décrit Villa Stampa. Il est en réalité un étage d'un simple immeuble. L'animation débute alors qu'aucun scénario n'a encore été rédigé et les artistes travaillent chacun de son côté sans se concerter et sans réelle coordination. Il faut dire que l'équipe était forcément inexpérimentée dans la réalisation d'un long métrage animé. La production relevait de l'amateurisme, ne disposant que de moyens techniques assez archaïques pour ne pas dire rudimentaires. Les séquences animées sont rattachées ensemble par de simples bouts de bois, et il n'y avait qu'une seule et unique caméra pour filmer un à un les cellulos, et ce de façon pas toujours bien précise. Par ailleurs, le doute subsiste encore quant à la personne au poste de réalisateur en vérité. On pourrait supposer qu'il s'agit de Bacchini, bien que d'autres sources mentionnent également Raoul Verdini, mais allez savoir. La production prend une année entière de travail, alors que l'intérêt de la presse et même de certains membres de l'équipe a fini par s'étioler. Pour des raisons budgétaires, la production dut se passer de Giordano pour composer la musique du film. Il sera remplacé par Romolo Bacchini lui-même, qui, en plus de sa carrière au cinéma, fut également compositeur et chef d'orchestre au Conservatoire de San Pietro. Le projet arrive finalement au bout de ses finances, ce qui oblige à Caïr à cesser toute activité et à interrompre le tournage. Raoul Verdini tentera de terminer le film seul et même de le coloriser, mais il finira par abandonner à son tour. C'est le moment que choisit Walt Disney pour repointer le bout de son nez et pour racheter les droits d'adaptation, réclamant d'ailleurs la destruction du matériel et des scènes finalisées en échange d'une indemnité pour toute l'équipe. C'est à ce moment que les sources se contredisent à propos du devenir des séquences finies. On ignore jusqu'à quel stade de la production le film fut stoppé. Certaines sources mentionnent un chiffre de 50 000 dessins sur les 110 000 de prévus, et selon Atalo, le film n'a jamais été finalisé, tandis que d'autres affirment qu'il était arrivé à un stade très proche d'un montage final. La légende voudrait d'ailleurs que le film ait été pratiquement terminé, et que Disney en ait racheté le négatif. Ce qu'affirme d'ailleurs Silvia Pompei, la fille de Mario Pompei, qui travaillera comme animatrice chez Disney dans les années 80 et qui semble confirmer l'hypothèse que le film se trouverait quelque part dans les studios de Los Angeles. La question du devenir du film continue de faire débat au sein de l'industrie. Les historiens de l'animation italienne émettent encore plusieurs hypothèses et pour l'heure, il est impossible de déterminer très exactement ce qui est arrivé suite à la cession du projet de la Caïr. Certaines sources remettront d'ailleurs en question l'idée du film live initié par César Film, pensant qu'il pourrait également s'agir d'un projet animé qui n'a pas abouti. Walt Disney réalisera finalement l'adaptation dont il rêvait en 1940, et il faudra attendre l'année 1972 pour qu'un long métrage d'animation italien voie enfin le jour, avec Les Aventures de Pinocchio réalisé par Giuliano Cenci. On notera d'ailleurs que ce ne fut pas la seule adaptation avortée du roman. Au début des années 90, le célèbre réalisateur Francis Ford Coppola tentera d'en réaliser sa propre version. L'histoire devait se dérouler en France pendant la Seconde Guerre mondiale et suivait un groupe d'enfants cherchant à échapper à l'armée nazie et dont le récit faisait écho avec l'histoire de Pinocchio, un peu comme dans la version des Misérables de Claude Lelouch, qui avait le même concept mais avec un Jean-Paul Belmondo en Jean Valjean malgré lui. D'abord développé chez Warner Bros., le projet échut à la Columbia, mais il ne fut jamais monté suite à une sombre histoire de contrat non respecté entre Coppola et Warner, une affaire qui se conclura devant les tribunaux sur une défaite de Coppola. Après toutes ces mésaventures, on ne pourra que se réjouir du fait qu'en cette année 2022, le grand Guillermo del Toro proposera enfin sa version de Pinocchio, après 16 ans de faux départ. Il est amusant de constater que son scénario se déroule dans l'Italie des années 30, soit à la même période que la production du film avorté que nous venons de chroniquer.